tous, ravi de vous retrouver pour les trophées d'été. Vous connaissez déjà le principe, l'invité que vous préférez. Eh bien, pour voter pour lui, vous cliquez sur le pouce en l'air juste en bas de cette vidéo et il aura la chance d'être invité par Martial Bild dans Bistro Liberté. Martial Bild, aujourd'hui, question bonus, qui est l'invité du jour? L'invité du jour, c'est l'économiste Olivier Delamarche. Marche arrière, marche à suivre, on les a toutes faites, mais bon, on les a toutes ratées, donc celle-là, on va la garder, on ne va pas faire de blagues qui tombent à plat. Hein. Non, parce que c'est quand même le 4e enregistrement qu'on fait sur Olivier Delamarche. Bon, on n'est pas doué, c'est un métier après tout. Non, mais on a autre chose à faire, vous savez, on est au mois d'août. C'est vrai, on va aller nager. On va aller nager, allez. Bon, regardez l'émission pendant qu'on va nager. À bientôt. On va se prendre le mur parce que vous n'avez pas d'alternative avec les gens qui sont en place. Le problème, il est là. C'est-à-dire que si vous ne changez pas les gens qui sont en place et qui ont mis ce système-là en route, si vous voulez, vous n'avez absolument aucune chance de résoudre le problème. Aujourd'hui, la seule chose qui fasse en permanence, c'est ouvrir le robinet de la BCE. C'est d'endetter, de rajouter de la dette à de la dette, en croisant les doigts pour que ça passe. Et pourquoi vous avez ça? Parce que vous avez des gens qui, aujourd'hui, nous dirigent, qui ne s'inscrivent pas du tout dans un temps long. Leur échéance, c'est quoi? C'est les prochaines élections. Donc les prochaines élections, c'est quoi? C'est 4-5 ans. Donc vous avez à peine terminé, si vous voulez, votre campagne, qu'il faut quasiment reprendre la suivante. Puis vous avez des élections intermédiaires, etc. Donc vous avez des gens qui aujourd'hui alors ne travaillent pas, ça me paraît plus qu'évident pour ceux qui ont douté jusqu'à maintenant, ne travaillent pas pour l'intérêt de la France, ils travaillent pour leur intérêt, pour leur carrière, et avec un horizon qui est de 4-5 ans. Bon, vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, espérer que ces gens-là réfléchissent à un nouveau modèle, réfléchissent à des investissements à long terme qui ne vont pas être rentabilisés dans les 3 ans. Et les grandes sociétés, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens qui sont, pour la plupart, payés en actions ou avec des primes incitatives comme Elon Musk chez Tesla, qui n'est pas payé, si vous voulez, sur la réussite économique de sa société, parce que sinon il ne serait pas payé lourd en vendant 300 000 voitures, mais qui est uniquement rémunéré sur la progression de son cours. Donc vous avez des gens qui cherchent la rentabilité forcément immédiate, qui cherchent l'augmentation de leur cours de bourse et qui se fichent complètement d'investir, si vous voulez, dans la recherche fondamentale, dans des choses qui ne donneront de l'argent que dans 5 ou 10 ans. Ils s'en foutent, ils ne seront plus là. Ou soit ils auront dégagé parce que ce sont des politiques et ils seront plus élus, soit vous avez des gens à faire fortune le plus vite possible. On vous mettra un pistolet sur la tempe et on vous braquera, parce que ça sera un braquage, on vous braquera votre épargne, soit on laissera filer la monnaie et elle filera tellement que on sera au même plan que le Liban. Je l'ai dit plusieurs fois chez vous et ailleurs, mais je l'ai dit plusieurs fois, on a eu une phase, la première phase qui était la japonisation des banques centrales. Elles sont toutes devenues japonaise, c'est-à-dire que planche à billets à outrance, etc., pas des déficits budgétaires ahurissants, etc. Le déficit budgétaire du Japon, c'est 7 à 10%. C'est zéro de croissance depuis 30 ans au Japon. Donc, il faut quand même voir ce que ça donne. Et puis, qu'à la suite de cette japonisation, on aurait une soviétisation de l'économie, on l'a. Aujourd'hui, beaucoup de gens reçoivent leur chèque directement du gouvernement. Les entreprises sont toutes soutenues par le gouvernement. On est en train d'essayer de mettre en place le fameux, on en entend parler de plus en plus, mais ça nous pend au nez, le fameux revenu universel. Petit à petit, si vous voulez, on va devenir un gros kolkhoz.
hein, mais pas que agricole, on va devenir un énorme kolkhoz. Et ensuite, la troisième phase, c'est quoi? C'est la libanisation. La libanisation, c'est quoi? C'est une économie qui s'écroule, c'est des banques qui ferment, et puis c'est une monnaie qui fait que bientôt, vous aurez besoin d'une brouette de billets pour aller acheter votre baguette de pain. Voilà. Alors, l'euro, il a de multiples problèmes, le pauvre. D'abord, c'est pas une monnaie, puisque c'est un espèce de plus petit dénominateur commun entre des pays qui ne se ressemblent pas. Donc, comme le dit très bien Olivier Berruyer, c'est comme si on faisait la moyenne des pointures de tous les Français et qu'on leur filait d'office des chaussures en 39. Ceux qui font du 38, ça irait, mais ceux qui font du 45, ils auraient mal aux pieds. Bon, voilà, c'est exactement la même chose, si vous voulez. Vous êtes obligé, quand vous êtes dans l'Union européenne, de vous coller sur le plus petit dénominateur commun. Donc, celui qui va le moins vite, celui qui est le moins performant, etc. Donc, évidemment, parce que vous ne ferez jamais courir un Grec à la vitesse d'un Allemand. Ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc, si vous leur imposez la même paire de chaussures, ça ne va pas aller. Donc, on sait que l'euro est mal, et aujourd'hui, toutes les monnaies du monde sont quasiment dans la même position, c'est-à-dire que vous avez des banques centrales qui ont organisé une espèce de fuite en avant permanente sur laquelle ils ne peuvent pas revenir. Ils ne peuvent pas revenir, et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'on est en pleine japonisation dans toutes les banques centrales, c'est-à-dire que vous achetez tous les actifs, vous achetez la dette, vous achetez les actions, vous achetez les ETF, parce que vous ne pouvez plus faire autrement. Et donc, c'est la banque centrale qui fixe les prix. Le problème, c'est que comme vous ne pouvez pas revenir en arrière et que vous êtes obligé sans arrêt d'en mettre plus, hein, c'est le principe de la drogue, si vous voulez, donc vous ne pouvez pas vous arrêter net, hein, donc il faut que vous continuiez, il faut que vous en mettiez une dose de plus à chaque fois, et le problème, c'est qu'on sait très bien comment ça se finit, ce genre de choses, c'est-à-dire que si vous divisez le gâteau à l'infini, avec une création monétaire, mais qui ne repose sur rien, qui ne repose sur aucun actif, qui ne repose sur aucune activité, eh bien, cette monnaie va se déprécier et vous aurez bientôt besoin de 2 billets là où il en fallait un, de 3 billets là où il en fallait un, de 4 billets, etc. Et vous tombez dans les mêmes conséquences que le Venezuela, que l'Argentine, que le Zimbabwe. Enfin, on a quand même des exemples, alors non seulement contemporains, mais des exemples dans le passé où tous les pays qui ont fait tourner la planche à billets ont eu le même résultat. Donc, et là, on est en train de vous dire, ah bah oui, non, mais là, cette fois-ci, ce sera différent. Non, ce ne sera pas différent, ça sera exactement la même chose. Vous aurez à la fin une rupture de confiance entre les gens qui utilisent ces billets et ceux qui les produisent en arrière-salle. Et donc, et ce jour-là, bah, ça ne vaudra plus rien, puis c'est tout. Donc, je ne vois pas aujourd'hui, enfin, je pense que Madame Lagarde est complètement dans cette logique-là depuis le début, et qu'on va nous faire passer petit à petit la pilule. Il faut absolument que tout soit sous contrôle des banques, et puis le jour où il faudra, eh ben, on appuiera sur un bouton et on vous mettra vos comptes à zéro. C'est le sujet, hein. Pourquoi est-ce que chaque pays ne fait pas tourner son imprimante et il n'y a plus de dette, c'est-à-dire qu'on paye comme ça les investissements. Enfin, l'argent n'a plus de valeur, quoi. Si vous voulez, moi je veux bien tout ça, je veux bien qu'il n'y ait pas, que la planche à billets n'ait pas de conséquences, qu'on puisse s'annuler les dettes, mais alors à ce moment-là, pourquoi
pourquoi ne le fait-on pas tous? Pourquoi est-ce que vous prenez pas votre imprimante? Pourquoi moi, je prends pas mon imprimante? Pourquoi on s'imprime pas 1 million d'euros de billets et on sort faire nos courses? Puisque ça n'a aucune conséquence et rien n'a jamais aucune conséquence. Donc, moi, je vais aller voir demain ma banque et puis je vais lui dire, bah, écoute, tu t'assois sur la dette, hein, tu te la rembourses toi-même parce que moi, j'ai pas envie de te rembourser, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas au final? Puisque tout ça c'est rien, c'est du vent, y a pas de, il y a aucune conséquence à rien. Donc aussi, moi je vais continuer. Pourquoi est-ce que tous ces brillants esprits politiques ne se démissionneraient pas eux-mêmes et on n'aurait plus de gouvernement et puis ça irait très bien comme ça. Enfin, faut arrêter. Il y a un moment où arrêtons de dire des conneries monumentales en permanence et en se croyant intelligents, que ce soit Mélenchon, que ce soit Bayrou, que ce soit Alain Minc. Alain Minc, il a coulé toutes les entreprises dans lesquelles il est passé. Arrêtons avec ce monsieur. Enfin, soyons sérieux. Ce type-là continue à conseiller des gens du CAC 40, etc. Il n'a jamais rien fait de sa vie. Arrêtons un peu. Enfin, puis il y en a d'autres, les BHL, stop. On sait qu'il va y avoir à un moment une ponction. Alors, sous quelle forme ils la feront, j'en sais rien. Mais une ponction sur les comptes des ménages, c'est une évidence. Voilà, et on vous dira, bah écoutez, estimez-vous heureux, hein, il faut payer la note de toutes les bêtises qu'on a faites, il faut payer la note, et le coronavirus nous a mis dans une situation épouvantable. Or, c'est pas le coronavirus qui nous a mis dans cette situation-là, c'est la gestion du coronavirus par les autorités. C'est pas le coronavirus, c'est pas lui qui est venu pomper votre compte, hein, donc bon. Et la deuxième chose, c'est tout ce qu'on n'a pas réglé depuis 2008. En fait, le problème, il est là, c'est que on a profité, enfin les politiques ont profité de ce virus pour nous dire, pour lui mettre toute leur incompétence accumulée depuis 2008 sur le dos. Et il est bien pratique, ce coronavirus. Donc, il sert à tout. C'est le couteau multifonction, si vous voulez, pour tout lui passer dessus. Alors, on vous fait un euro numérique et on vous supprime le liquide, c'est le coronavirus. On vous vote des lois qui sont des lois liberticides, c'est le coronavirus. On ressort, parce que c'était attendu, que la poussière qu'on avait envoyée sous le tapis en 2008, en 2009, en 2011, elle allait ressortir à un moment, parce qu'elle n'a jamais été réglée. Jamais rien n'a été réglé depuis le début. Depuis le début, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis 2009, on a injecté massivement tous les ans, etc. Pourquoi? Pour essayer de maintenir le système. Donc, toute cette poussière qui a été accumulée sous le tapis est en train de ressortir parce qu'il y a un petit virus qui s'est pointé. Mais le virus n'y est pour rien. C'est pas lui qui a creusé la dette des États depuis 2008, que je sache. C'est pas lui qui a fait tourner la planche à billets depuis 2008. Or, je vous rappelle que on dit en plus que c'est lui qui nous a mis en récession. Non, on était en récession sur le dernier trimestre. Donc, c'est pas lui qui nous a mis en récession. On y était. Négative. Et voilà. Et lui a amplifié la gestion qu'on en a fait, c'est-à-dire nous enfermer pendant des mois, a fait qu'on a encore agrandi, renforcé cette récession. Mais la récession, elle était là. Hein. Je vais vous dire un peu ce que je pense sur la crise sanitaire. Je ne suis pas médecin. Mais tout ce que je vois, c'est qu'on fait d'un truc qui n'est pas très mortel,
pas de surmortalité en 2020 chez les moins de 65 ans, une surmortalité chez les plus de 65 ans de 3,66%. C'est ce qu'a calculé le docteur Laurent Toubiana, cette surmortalité à partir de 2017, 2018, 2019, comparé à 2020. Alors, vous avez ça, vous avez le fait que je ne comprends pas en quoi c'est le gouvernement qui détermine avec quoi on peut se faire vacciner, avec quoi on peut se soigner. Normalement, c'est le rôle de gens qui ont fait médecine, qui ont fait quelquefois 15 ou 20 ans d'études. Et là, vous avez un petit duo infernal, Castex et Macron, qui décident, ils ne sont pas médecins, hein, vous avez donné tout à l'heure le CV de M. Macron, je suppose que le CV de Castex, ça doit être à peu près le même. Ils ne sont pas économistes non plus d'ailleurs. Voilà, et qui décident tous les deux avec quoi on peut se soigner, avec quoi c'est interdit de se soigner, et quel vaccin on peut avoir. Et je trouve ça effarant. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire que le gouvernement dit à des médecins ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Et voilà, enfin, je veux dire, on voit très bien que au lieu de dire aux gens quand ils avaient des symptômes, au lieu de leur dire tu restes chez toi et tu prends du Doliprane, ce qui aboutissait à ce que l'étape d'après, ils aillent directement en réa, il aurait été peut-être plus intelligent qu'ils puissent aller voir leur généraliste, que le généraliste puisse les soigner avec les médicaments qui n'avaient pas forcément prouvé leur efficacité, mais comme le vaccin, qui n'a pas forcément prouvé son efficacité, et qu'on évite comme ça d'engorger les services de réa. Donc, tout ça, c'est fait d'une façon où je pense que le Covid sera surtout un prétexte à liquider énormément de bêtises qu'ils avaient faites avant et à servir de prétexte pour avoir la mainmise sur la population et leur faire passer un certain nombre de choses que, sans ça, ils n'auraient jamais pu leur faire passer. Donc, je pense qu'ils ont sauté sur cette occasion. Alors, je ne dis pas du tout que ce virus a été créé pour ça. Je ne suis pas du tout dans l'histoire du... Mais je pense que pour eux, ça a été le cadeau de Noël avant Noël, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire le truc de dire « Waouh, on va avoir enfin un prétexte pour passer toutes nos conneries. » Et là, on assiste à ça depuis 2 ans. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle entreprise, Castex, il n'aurait pas fait 3 jours. Il n'aurait pas fait 3 jours. Il ne terminait pas sa période d'essai. D'accord ? Dans aucune entreprise au monde. Dans aucune entreprise au monde, Véran aurait tenu plus de 3 jours. Et dans aucune entreprise au monde, Macron n'aurait tenu plus de 3 jours. Et demander à mon banquier en France, qui râle tous les jours parce que je suis à découvert tout le temps, parce que mon argent, il est pas là. Voilà, donc c'est parce que je vous dis, je sais ce qui va arriver. Et ce jour-là, vous verrez que tous les gens qui sont aujourd'hui dans le déni en disant mais non, ça ne peut pas nous arriver parce que nous on n'est pas des sauvages comme les Libanais ou les Argentins, etc. Diront bah oui, c'est bête, bah oui, mais c'est bête, mais c'est comme ça. Vous avez systématiquement quelqu'un qui va payer et ne croyez pas que c'est un Chinois avec un gros chéquier. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, toutes les bêtises qu'on a faites à la BCE, toutes les bêtises qu'ils ont fait avec la Banque du Japon, toutes les bêtises que fait la Fed, toutes les bêtises que fait la Banque d'Angleterre, tout ça, ça sera payé cash.
Et ça sera payé cash par qui? Par nous. Et vous dites qu'à l'avenir, les retraités vont être amenés à liquider leurs actifs pour se payer un EHPAD. Ça va être quoi la conséquence de ça? Ça va être probablement une baisse du marché immobilier, enfin, en tout cas d'une partie du marché immobilier, parce que vous savez qu'il y a quand même beaucoup de marchés immobiliers. Il y en a autant que de maisons ou d'appartements à vendre. Donc, mais il est très clair que, si vous voulez, le 70% du patrimoine des retraités, c'est l'immobilier. D'accord? Que vous avez un peu d'assurance vie et vous avez très peu de cash. Bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, comme vous avez, et ça depuis des années, personne ne veut régler le problème, personne ne veut accepter de dire qu'il y a un vrai problème démographique et que ce problème démographique fait que le système ne peut pas tenir, le système comme il est actuellement ne peut pas tenir parce que vous avez beaucoup trop de dépendants par rapport aux actifs. Donc, on vous dit que le taux de dépendance, c'est 1,70, donc 1,70 actifs pour un dépendant. Or, c'est faux aujourd'hui, si vous calculez. Et si vous prenez en compte le chômage, vous êtes à 1,30, 1,35. Donc, vous êtes très loin des 1,70, ce qui veut dire que vous serez à 1 dans 15 ans à peine. Ce qui veut dire que quand vous aurez plus de dépendants que d'actifs, ça va devenir extrêmement compliqué. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous allez augmenter les prélèvements sur les retraites, vous allez très probablement, dans les années qui viennent, augmenter l'âge de la retraite, bien au-delà de ce qui est pratiqué aujourd'hui, et vous aurez en dernier lieu des prestations qui seront plus faibles. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les retraités feront, parce que seront obligés de le faire, pour maintenir un niveau de vie acceptable, eh bien, les retraités vendront leurs actifs pour pouvoir tenir. Et vendre leurs actifs, je vous dis, en grande partie, c'est de l'immobilier et puis c'est de l'assurance vie. Donc, ça va peser parce que ça va faire une offre qui va débouler sur ce marché de plus en plus importante. Et donc, ça va faire que votre marché immobilier, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus rien faire sur l'immobilier, ça veut dire simplement que vous allez passer d'un espèce de couloir ascendant à un couloir descendant. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire de l'immobilier, il va falloir le faire autrement. C'est-à-dire que acheter n'importe comment et puis se dire que dans 25 ans, de toute façon, vous revendrez à 2,5 fois ce que vous avez acheté ou 3 fois ce que vous avez acheté, c'est fini. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire probablement des coûts sur une durée beaucoup plus faible. Hein, il va falloir faire très attention aux points d'entrée pour pouvoir sortir en haut de couloir très vite. Et donc, sans forcément recourir à l'emprunt, etc., etc. Donc, ça va changer complètement, probablement, la physionomie du marché de l'immobilier. Et on ne pourra plus faire de l'immobilier comme le faisaient nos parents ou nos grands-parents, où vous achetiez n'importe comment et de toute façon, ce n'était pas grave parce que 10 ans plus tard, c'était au double et que ça ne posait pas de problème. Là, si vous faites ça et que malheureusement, vous achetez en haut de canal, eh bien, si vous restez 25 ans, vous aurez beau revendre encore en haut de canal, vous serez très en dessous de votre prix d'achat, c'est tout. Donc, même avec des taux d'intérêt à zéro, ce qui vont rester pendant un bon moment, puisque la Banque centrale n'a pas le choix.